Bienvenue dans Destination RH. Aujourd'hui, on va parler d'IA et on va s'intéresser à l'impact de l'IA, pas à court terme, mais une projection peut-être dans les 15-20 ans à venir pour voir comment la fonction RH va évoluer. Et donc, on va interagir avec David sur différents sujets pour vous donner notre avis. Et donc, Christophe, la première question que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, qu'est-ce que ça va changer au niveau de la gestion des processus RH, l'IA ? Alors, je pense déjà qu'au niveau de la gestion des processus RH, forcément, ça va permettre une grande accélération, une automatisation de tout ce qui est légal, la paye. Aujourd'hui, la paye, c'est un gros problème pour beaucoup d'entreprises. C'est très lourd à gérer, ça demande beaucoup d'équipes, des SIRH. Et je me dis que dans 20 ans, en fait, tout sera automatisé, ça sera relié directement quasiment au ministère. Tu auras une loi qui tombera automatiquement, ça viendra impacter ton SIRH, tout ça sera fluide. On le voit d'ailleurs déjà aujourd'hui, tout ce qui est URSSAF, enfin toutes les caisses sont déjà reliées quasiment automatiquement avec les entreprises. Donc on peut supposer qu'un contrôle URSSAF déjà dans les années à venir, et déjà aujourd'hui se fait en partie à distance par les URSSAF. Donc on va avoir une plus grande transparence au niveau de la paye. Et tout ça, finalement, ne sera peut-être plus un problème dans 20 ans pour la fonction RH. Après, je pense que pour réussir à automatiser tous ces process, le grand défi de la fonction RH, c'est pas l'IA pour l'instant, c'est plutôt de cleaner leurs data. Tu sais, les data RH, on en parle depuis 10, 15 ans, mais en même temps, des data RH, tu as un bout sur Excel, tu as un bout dans une brique SIRH, un bout dans l'ATS, c'est très siloté, toutes les données sont un peu éclatées, parfois avec des identifiants différents en fonction des salariés, même des nomenclatures différentes pour les métiers en fonction de l'ATS, de l'outil de formation. Et donc, c'est très compliqué finalement de rajouter une couche IA sur de la data qui est déjà pas très structurée, pas unique. Donc à mon avis, un des défis là, actuels de la fonction RH pour tirer vraiment le meilleur parti de l'IA, c'est vraiment de structurer cette data RH. Et ça, c'est le grand chantier des 2, 3, 4, 5 années à venir pour ensuite pouvoir exploiter le plein potentiel de l'IA. Et évidemment, la plupart des process pourront donc bénéficier, je dirais, de la puissance de l'IA, ce qui permettra une très forte accélération des opérations, des tâches administratives courantes qui seront totalement éliminées dans 20 ans. On va aborder un sujet que tu connais très bien en matière d'IA, et puis en matière de techno aujourd'hui, c'est le recrutement prédictif, qui est déjà une notion existante. Les outils existent, il y a déjà quelques entreprises qui s'en sont emparées. Alors, tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est, mais nous dire comment, selon toi, ça va encore davantage évoluer d'ici à 10, 15, 20 ans. En fait, c'est vrai que le recrutement prédictif, on le présente parfois comme une nouveauté. C'est quelque chose qui existe depuis 2014, 2015. Les premières expérimentations qu'on a fait avec AssessFirst dataient même de 2012, je me souviens. Donc le recrutement prédictif, c'est quoi ? C'est utiliser la puissance des datas concernant en particulier le potentiel des candidats pour pouvoir anticiper leur capacité à la fois à réussir en poste, mais également la capacité des personnes à rester engagées le plus longtemps possible dans les entreprises qui les recrutent. Après, ma vision, c'est qu'on va passer sans doute d'une évaluation, ce qu'on appelle active, à une évaluation plus passive. Aujourd'hui, quand tu veux évaluer le potentiel des candidats, ou même leurs hard skills, eh bien, tu vas leur poser des questions. Ça peut être des questionnaires techniques, ça peut être des questionnaires de personnalité, de motivation, des tests de capacité cognitive. En fait, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, un consommateur d'Internet, on est tous amenés à laisser ce qu'on appelle des digital footprints. C'est-à-dire, on a une digital footprint, notre empreinte numérique. On passe notre temps à laisser des traces sur Internet. Et ces traces, elles disent quelque chose de qui l'on est, mais également de ce qu'on sait, de la manière dont on va se comporter, de la perspective qu'on peut avoir sur certains sujets, des attitudes qu'on peut avoir tendance à développer au quotidien. Donc, on pourrait imaginer plus tard un monde, d'ici quelques années, un monde dans lequel tu n'as même plus besoin de poser des questions à un candidat ou un collaborateur pour procéder à l'évaluation de son potentiel, mais tu auras accès à toutes ces données.
Et à partir de là, on pourrait brasser l'ensemble de ces données, identifier des patterns pour pouvoir qualifier ce qu'une personne est capable de faire, mais aussi la manière dont on va se comporter, mais aussi donc, qui elle est et qui elle pourrait devenir si elle était positionnée dans le contexte qui est celui de l'entreprise. Est-ce que tu penses que si on extrapole, parce qu'aujourd'hui les évaluations, le recrutement prédictif se font entre une entreprise et des individus, Ouais. Qui ont été sélectionnés en amont par l'entreprise via alors soit de la chasse, soit via du sourcing en mettant en ligne des annonces, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où demain, finalement, il n'y aura plus d'offres d'emploi diffusées, on aura tous accès au potentiel de tous les êtres humains et on les adressera directement en fonction d'un besoin? Imagine-toi, tu es collab, tu es dans une entreprise. De par l'analyse de ta digital footprint, de toutes ces données qui sont disponibles, on peut identifier peut-être que ça fait 3 mois, 6 mois, peut-être un peu plus, que tu n'es pas bien dans ton job, la relation avec le management s'est dégradée, ou tu as une perte du lien par rapport à l'entreprise dans laquelle tu bosses. Et tu reçois un message, un texto, peu importe, où on te dit, tiens, à 15 minutes de chez toi, il y a une opportunité, il y a une entreprise qui recherche un profil exactement comme le tien, c'est-à-dire pas seulement tes compétences, bien sûr, ce que tu sais faire, mais également la personne que tu es. Et on considère que tu as 95% de probabilité de réussir dans ce job, ton salaire pourrait être 17% supérieur, et tu as 83% d'affinité avec ton futur manager. Ouais, ça pourrait... on peut imaginer un monde comme celui-ci, oui. Donc, où on aurait complètement changé le paradigme dans le monde du recrutement, il n'y aurait plus de job board, il y aurait plus de... On pourrait presque inverser les façons de faire à partir du moment où on a toute l'information sur les candidats, les salariés. On peut complètement transformer le monde du travail. Je ne sais pas si c'est un des scénarios possibles, mais il est très corrélé au troisième axe qu'on va aborder, qui est en fait la formation, le développement des compétences, mais sous un angle d'ultra-personnalisation. Aujourd'hui, tu as quand même encore beaucoup de programmes de formation qui sont des programmes, on va dire, plus ou moins standards. Donc c'est un peu le one size fits all. Et on peut imaginer en effet qu'à partir de l'ensemble de ces données que tu as toujours, sur qui est la personne, quelles sont ses compétences, quelles sont les orientations qu'elle souhaiterait donner à sa carrière, on pourrait en effet adapter complètement le parcours, déjà l'identification des objectifs de formation, quelles sont les formations qui pourraient convenir à la personne, s'adapter au mode d'apprentissage de l'individu et lui permettre en effet d'avoir accès à un parcours qui soit totalement unique et qui lui permette de maximiser son évolution et sa marge de progrès, on va dire. Alors évidemment, on sera comme dans Matrix, dans 20 ans, on aura une puce interne, on cliquera sur un bouton et on absorbera la connaissance de manière instantanée. Bien évidemment, ça va de soi. On se projette sur l'IA, mais l'IA, où, quand, comment, est-ce que tu vois, je me dis qu'on parle déjà de puces implantées dans les cerveaux, mais il y a déjà 10 ans, on parlait des puces RFID là, qui permettaient de traquer les personnes. Donc c'est j'allais dire possible, j'allais dire c'est probable en fait. Oui, complètement. Aujourd'hui, tu as notre ami Elon Musk qui met déjà des puces dans la tête des cochons, par exemple, tu vois, qui fait des expérimentations avec son entreprise Neuralink. Donc, et tu as c'est Laurent Alexandre, donc médecin qui est un peu spécialiste de l'IA, enfin qui est spécialiste de l'IA. Je vous présente Jamy. Et qui expliquait, qui donnait cette image, qui disait la différence que tu auras de niveau entre une personne qui se sera fait implanter cette puce et une personne qui n'a pas une puce dans son cerveau, ça sera de la même magnitude que la différence que tu peux avoir aujourd'hui entre un être humain à peu près moyennement constitué et un chimpanzé. Alors même si on partage 98% de notre ADN avec le chimpanzé, il y a quand même une petite différence dans la complexité des tâches qu'on est capable de réaliser. Donc on pourrait s'imaginer en effet que est-ce que ça sera peut-être même pas du confort. Peut-être que si tu n'as pas cette puce, en effet,
ça risque de te faire passer dans le camp des... On parle des salariés inutiles, tu sais, je ne sais plus qui c'est qui proposait cette classification, mais qui disait en gros, dans le futur, tu vas avoir 3 types de personnes. Tu vas avoir les employed, donc les personnes qui auront un emploi, donc, dont le profil, les connaissances, les compétences seront adaptées par rapport au marché dans lequel on évoluera. Tu auras les unemployed, souvent des personnes qui ont quitté leur métier parce que ce sont des métiers qui auront été soit augmentés, déplacés au travers de l'IA, ces personnes étant en cours de reconversion. Et tu auras les unemployable, donc les salariés inutiles, donc, qui eux se seront laissés dépasser justement par ce courant, cette déferlante de l'IA, qui n'auront peut-être pas pris le train ou l'avion, le jet à temps. Et donc, en effet, c'est des questions qui se posent, en tout cas. Alors, on peut faire la transition sur la question que tu vas me poser Ouais. en matière de santé prédictive, santé, de bien-être. De bien-être au travail et puis de santé de manière générale. Il est probable que dans d'ici à 20 ans, on soit capable... Aujourd'hui, le problème de la santé au travail et de la santé mentale, on l'a vu, post-Covid, augmentation des maladies, des dépressions, etc., des troubles musculo-squelettiques, qui ne sont pas nouveaux, mais qui ont été finalement mis sur le devant de la scène. Et la grande problématique aujourd'hui, c'est de se dire comment on traite ces troubles. Et finalement, on fait assez peu de prévention, on vient plutôt soigner, on fait du curatif. Dans 20 ans, on peut imaginer que, au niveau RH, on sera capable, on aura développé un nouveau métier qui sera, par exemple, responsable de la médecine prédictive en entreprise, et on sera capable d'identifier tous les signaux faibles, et puis les signaux même humains, physiologiques, qui nous indiqueront potentiellement un risque de stress, un risque, on mesurera le stress, comme le fait un iPhone aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu prends ton iPhone, tu as ton pouls, tes heures de sommeil, ta batterie journalière, là, combien tu as emmagasiné de puissance pour ta journée. Donc tout ça pourra être prédit, et donc si on a la capacité de prédire, on sera capable d'anticiper et d'éviter d'arriver à des situations irréversibles. Et puis de la même façon, je pense que les entreprises, et elles commencent à le faire, il y a beaucoup de grands groupes qui s'y intéressent et qui ont déjà engagé cette démarche, vont faire de la médecine prédictive. La médecine prédictive, c'est quoi ? C'est des bilans de santé prédictifs où on permet aux collaborateurs, collaboratrices d'avoir en fait une cartographie de ce que potentiellement ils pourraient contracter comme maladie dans les années à venir, de façon à pouvoir changer certains modes de comportement alimentaires, sportifs, X ou Y, pour prévenir des maladies, cette fois-ci, qui sont beaucoup plus graves, comme les cancers. Et je pense que dans une vingtaine d'années, déjà on aura largement augmenté notre capacité à soigner ces maladies, mais on sera surtout capable de les éradiquer bien en amont, puisqu'on aura suffisamment de data en médecine, et l'IA nous permettra d'analyser toutes ces data pour être de plus en plus prédictif, et l'entreprise aura pris ce rôle. Je pense que l'entreprise aura pris ce rôle parce que tous les systèmes de santé du monde seront effondrés. Tu vois. On voit l'état de la Sécu, on voit l'état... Tout ça, ça va... à un moment donné, ça va partir en fumée. Peut-être pas dans 20 ans, mais... Et tu penses que l'évolution de la démographie, elle peut accélérer ce processus ou... Alors, complètement, parce que l'évolution... Alors, en 2050, on prévoit une inversion de la tendance en Europe, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir une population qui va diminuer. Okay. Pourquoi ? Parce que la courbe démographique, elle a fait ça pendant des années. Ouais. Là, elle est en train de faire ça. Et puis, dans 20-30 ans, elle va faire ça. Chute de la natalité, principalement, et puis vieillissement de la population. On le voit déjà dans le monde du travail. J'ai plus les chiffres exacts, mais je crois d'ici 10-15 ans, on aura 6 millions d'actifs en moins. Ouais, ce qui est énorme. Enfin, d'actifs. Ouais. On aura 6 millions de personnes en capacité de travailler en moins sur le marché du travail français. C'est énorme. Mais c'est là que l'IA intervient, puisqu'on va travailler sur optimiser justement les jobs. On le voit aujourd'hui, il y a des jobs qui ont été déjà largement optimisés.
Tu as des jobs aujourd'hui où tu passais 8 heures par jour à faire une tâche. Aujourd'hui, ça te prend 2 heures par jour à contrôler ce qui a été fait par l'IA. Donc potentiellement, tu as gagné 80% du temps. Et ça vient rejoindre ce que tu disais, les personnes qui seront en capacité de travailler, celles qui seront pas employables. Donc je pense que oui, il y aura moins de personnes qui travailleront effectivement, ou on travaillera moins. Mais il y a tout un modèle, tout un monde du travail à réinventer dans les années à venir. Ouais, travailler moins, travailler différemment, justement, augmenter par les capacités de l'IA, mais ok. Qu'est-ce que tu penses de... Parce qu'on parle d'IA, mais le gros défi de l'IA, et je pense un des gros défis de la fonction RH, c'est justement un défi de gouvernance, d'éthique. Comment ça va s'organiser tout ça? Quels vont être les défis principaux? Quand tu disais on aura accès aux données des gens, ouais, mais aujourd'hui c'est très réglementé. Bah, c'est vrai que c'est le grand défi, c'est-à-dire on se rend bien compte qu'avec toutes ces datas, on peut faire des choses absolument extraordinaires potentiellement, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, hein, comme on dit souvent. Et c'est vrai que la question se pose de savoir qui va recueillir ces données, comment elles vont être stockées, est-ce que ça va être confié à ces grandes organisations américaines, les GAFAM, ou ceux qui vont leur succéder. Que va-t-il en être de la régulation autour de ces données? En fait, quand même, on voit bien que entre les États-Unis, la Chine, ce qu'on voit en Europe avec les AI Act, ce qu'on peut observer également dans d'autres pays émergents, tu as une disparité dans le traitement de ce sujet, de l'éthique, l'usage éthique de l'IA, qu'on en fait ou pas d'ailleurs. Et tu as en effet des nations qui sont beaucoup dans la régulation, tu en as d'autres qui considèrent que ça revient en gros à brider l'innovation, donc qui lâchent les chevaux, quoi, en gros, sur ces sujets-là. Mais en effet, ça va poser des vraies questions, c'est-à-dire qui se charge de réguler l'accès à ces données. Est-ce que, par exemple, une entreprise pourrait avoir accès aux données de futurs collaborateurs ou de collaborateurs internes sans leur demander leur avis? Aujourd'hui, ça peut nous paraître délirant, mais c'est une piste, en fait, tu vois. On pourrait évoluer là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être se rendre compte dans les années à venir que certains pays qui ont moins mis l'accent sur le côté très réglementaire seront en train de nous surpasser au niveau de l'innovation. Et peut-être qu'on n'aura pas envie d'être laissé à la traîne et qu'on va un petit peu débrider tout ça, quoi. L'avenir nous le dira. Allez, on va passer à la question boîte noire. Ok, il y a une question boîte noire. Que je t'ai préparée. Aïe, aïe, aïe. Alors, question que tous nos amis RH se posent. L'IA va-t-elle supprimer la fonction RH d'ici 20 à 30 ans? D'ici 5 à 10 ans, je suis sûr que non. Non, d'ici 5 à 10 ans, mais même après, je pense qu'à un moment donné, tu vois, je pense qu'on a dépassé, on dépasse cette crainte de se dire, voilà, l'IA va nous transformer en presse-bouton, elle va nous enlever notre job. En fait, elle va automatiser une grande partie des tâches qui sont des tâches répétitives, des tâches fastidieuses pour les RH. Maintenant, je pense fondamentalement qu'on vit dans un monde qui est fait par des êtres humains, pour des êtres humains. Enfin, ce que je veux dire, on ne crée pas un monde pour l'IA. L'IA reste, à mon sens, va rester un outil au service justement des êtres humains. Tu vois, il n'y aurait pas de sens à se dire, c'est quoi le projet, quoi? C'est créer un monde où tu as des IA qui vont discuter avec des IA, qui vont peut-être être supervisés avec des IA. Non, mais tu vois, pourquoi, en fait, tu vois je vais prendre un exemple simple, mais je me dis, quand j'avais 20 ans, par exemple, j'allais faire mes courses, je discutais avec la caissière ou le caissier, tu vois, parce que je venais tous les 3 jours dans le même magasin. Donc je créais une interaction sociale, la personne pouvait me conseiller sur ce que j'achetais, etc. Aujourd'hui, quand je vais dans le même magasin... Tu parles avec la caisse enregistreuse. J'ai une douchette, j'arrive au truc, je scanne, je mets dans mon panier, personne ne m'a dit bonjour, personne ne m'a dit au revoir. Ça ne me pose pas de problème aujourd'hui. Tu vois, il y a eu un temps d'adaptation où j'ai dit « Ah, c'est chiant, machin ».
Mais voilà, le temps d'adaptation est très court. Je m'y suis Ça, c'est habitué. Ouais, tu vois, j'ai été acheter des yaourts, le résultat est le même. Ouais, je sais. Est-ce que tu... Donc la question que je me pose à terme, c'est est-ce que on va pas rentrer dans ces modes justement d'automatisation C'est marrant ce que de tu dis manière plus parce que globale. je vois ce que tu dis. Ouais, ça me fait penser, tu sais, c'est une réflexion que je me Regarde, suis faite. quand on est arrivé à l'aéroport, Ouais, on n'a pas, il n'y avait pas un hôte, une hôtesse qui nous a dit est-ce que vous voulez votre billet. Non, c'est on a vrai. été on a été parler à une borne. Ah ouais. Et ça me fait penser à un podcast que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'un gars qui s'appelle Carlo Diaz, qui vit dans la Silicon Valley, enfin à San Francisco, qui expliquait que lui, il était habitué tu sais, les taxis autonomes, les Waymo. Et il est arrivé en France et il s'est fait la réflexion quand il est rentré dans l'Uber, il s'est dit, en fait, ça m'emmerde d'avoir un chauffeur avec moi, en fait. J'étais tellement habitué à être... Donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu cette transformation, on peut avoir du mal à se projeter et se dire non, mais quand même, on a besoin de ce contact humain. Après, c'est comme tout. Enfin, les générations évoluent. Est-ce que nos parents, nos grands-parents se seraient projetés, tu vois, passer 7 heures par jour à scroller Alors, peut-être pas. non, Enfin, mais j'y vois quand même un intérêt. Alors, moi, je ne pense pas que la fonction RH va disparaître. ouais. Je pense que 80% des métiers de la fonction RH vont disparaître tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'en fait, on va automatiser quasiment tous les process. Tu seras salarié, tu te diras, bah tiens, est-ce que je peux potentiellement être augmenté? Tu auras toutes les datas qui te permettent de savoir si tu vas l'être ou pas. Et de combien de pourcents? Tu auras toutes les datas qui permettront de voir comment tu peux évoluer ou pas dans l'entreprise. Donc il n'y aura plus de discussion en fait. Cette automatisation, et on s'en rend compte dans tous les domaines, à partir du moment où tu vas dans une boutique, tu arrives à la caisse et avant tu pouvais dire par exemple je négocie 10% mon ticket. Ouais. Pas de problème, tu arrivais, tu négociais. À partir du moment où ça a été automatisé, où le prix t'a été imposé, bah en fait tu as grincé des dents la première fois, la deuxième fois, mais en fait la 10e fois, tu n'y prêtes même plus attention. Ah, tes dents étaient complètement Non, limées, mais en fait. tu vois ce que je veux dire. L'automatisation permet Ouais, je aussi... Bah, ça rentre, c'est comme ça, en fait. Ouais, mais tu penses pas quand même que l'être humain, tu vois, enfin, évoluer dans un monde 100% rationnel, factuel, drivé. Putain, c'est moi qui suis en train de dire ça en plus. Non, mais on a quand même, nous sommes des animaux entre guillemets rationnels, mais aussi émotionnels, tu vois, faits de chair, de sang, d'émotions. Et tu penses pas qu'à un moment donné, le collaborateur qui va se retrouver dans une boîte comme ça où tout est bordé, il parle à des IA, il parle à des chatbots. Enfin, tu penses pas qu'à un moment donné, il va se passer un truc, quoi? Bah, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, je vois des collaborateurs qui passent leur pause ou leur temps perso à défiler des screens sur TikTok, Insta ou autre, tu vois. Donc déjà, C'est pas faux. Non, mais qui Ouais, ensuite se retrouvent face à un Netflix Ouais. ou autre, hein, ou Prime ou peu importe, qui leur auto-suggère des contenus et du coup qui vont regarder. Puis qui vont acheter, et puis ils vont acheter un t-shirt sur internet, en même temps on leur auto-suggère autre chose. Et ils vont l'acheter aussi ou pas, mais ça limite en fait leur capacité à chercher par eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour auto-suggérer. Donc je me dis, on est en train de formater les gens à ça, et c'est pas d'aujourd'hui, et ça va s'accentuer, tu vois. Donc on formate le cerveau. Et pourquoi, en fait, ça ne serait pas la même chose à terme dans le monde du travail, finalement. Ouais, et d'autant plus que, parfois, on sous-estime, je pense aussi, le côté robotique qui existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même pas mal de professionnels qui font leur travail de manière mécanique. Et c'est rigolo parce que quand on regarde les avancées de l'IA, tu sais, par exemple, la dernière version actuelle de ChatGPT, où tu peux discuter et où tu vois que l'IA prend des inflexions de voix, va rire si tu lui fais une blague quand elle te répond, ce genre de choses. Et quelque part, l'IA pourrait même devenir pas plus humaine que l'être humain, mais en tout cas mieux mimer les émotions, les réactions émotionnelles
que certains êtres humains. Parce qu'au fond, tout le monde n'est pas forcément à l'aise aujourd'hui avec les émotions, avec la gestion des émotions des autres. Donc, ouais, en effet. Qu'est-ce que tu imagines, toi, en conclusion, comme potentiel, tu vois, si on parle de transformation de la fonction RH, vraiment très radicale, qu'est-ce que tu verrais comme nouveau métier ? Bah, je pense que tu en as parlé un petit peu, mais par exemple, tous les métiers qui tournent autour de la médecine prédictive, tu vois, tu pourras avoir, je sais pas, des responsables de la santé prédictive dans l'organisation, tu pourras avoir des personnes responsables voilà, du bien-être prédictif, tu pourras avoir des personnes responsables de la gouvernance des données aussi, gouvernance liée à la data, c'est-à-dire, ouais, tous les métiers, je pense, qui tournent autour de l'éthique, l'éthique et l'AI, je pense que ce sont des métiers qui pourraient se développer. Ouais. Donc finalement, on irait presque sur des métiers plus techniques encore qu'aujourd'hui ? Ouais, vers des métiers beaucoup plus techniques. spécialisés en Ouais, fait. plus spécialisés, parce que encore une fois, il y a tellement de tâches qui vont être automatisées, tu vois, de métiers pour lesquels aujourd'hui on se dit ouais, mais quand même ça apporte de la valeur. Oui, mais ça va être pris en charge. Donc à un moment donné, le point qui reste, qui est vraiment, l'élément nodal, ça va être comment est-ce qu'on chope cette donnée. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire ? Qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à faire ? Et là, il y a des vrais choix, en fait, qui doivent être des choix pris, faits en conscience par des êtres humains et qui sont très liés au type de société, avec un petit S, mais avec un grand S aussi, dans lequel tu as envie de vivre. Merci David. Merci Christophe.